Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Brunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Rouen Respire. En septembre 2019, un incendie ravage l'usine de produits chimiques Lubrizol de Rouen, un site classé Seveso. Un épais nuage de fumée s'en dégage. Aujourd'hui, sait-on clairement quel a été l'impact de cet incendie sur l'environnement ? Pour l'instant, non, pas vraiment, puisque contrairement à ce qui a été dit par la préfecture et par monsieur le préfet, il n'y a pas eu zéro mort, zéro blessé, zéro pollution, mais il y a eu des victimes. Et on sait très bien que ce genre de pollution va s'analyser à moyen et à long terme. Sur les analyses de cet incendie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, sur les analyses, c'est le problème de ce type de catastrophe, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'aspect contradictoire et d'objectivité, puisque nous avons d'une part l'État, qui nous représente et qui est en charge de faire respecter les normes et les règlements, mais qui peut être en cause, parce que si l'État est défaillant, et ça peut être le cas, parce que nul n'est parfait, il faut pouvoir le mettre en cause. Donc si c'est l'État qui fait l'ensemble des investigations et des contrôles, alors qu'il peut être mis en cause, ça nous paraît une situation anormale. Et de même, les mises en cause, ça doit être la même chose, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir un contrôle, comme un contrôle lors d'une expertise judiciaire ou de type assurantiel, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un aspect contradictoire dans tout ce qui est fait. Et là, ce n'est pas le cas dans ce type de catastrophe. L'un des membres de Rouen Respire, Jean-Charles Marie, que nous avions reçu en juin dernier, nous expliquait qu'aujourd'hui la situation n'est pas vraiment revenue à la normale, du fait que les problèmes sanitaires risquent aussi de se révéler sur le long terme. Tout à fait. Pour revenir un peu sur la première question, nous savons bien, et donc les rapports des experts de février 2020, sur le retour d'expérience de la catastrophe de Lubrizol l'ont bien indiqué, que s'il y a des conséquences, ce sera plutôt à moyen et à long terme. Quoique, on voit que sur toutes les personnes qui sont à risque, je parle par exemple des asthmatiques, on a vu, nous avons des adhérents qui ont eu ce cas, et on a par exemple une adhérente qui a perdu plus de 30% de sa capacité respiratoire. Donc ça, c'est un élément concret. Je ne suis pas un expert, je ne vais pas pouvoir le relier directement à l'événement, mais c'est sûr que ça s'est passé en même temps. Donc d'où l'intérêt, nous parlerons après du suivi sanitaire, d'avoir un avant, pendant et après. Si on prend l'exemple que nous aimons beaucoup donc à Rouen Respire, c'est l'analyse de la DARS. La DARS, c'est le petit bras d'eau de la Seine qui est le long des silos à grains à côté de Lubrizol, donc qui a reçu tout tout ce qui a été rejeté par cette catastrophe. Les particules fines. Pas uniquement les particules fines, vous savez, les rejets des eaux d'incendie, etc. Enfin, vous voyez, tout est venu s'accumuler sur cette DARS. Et comme cette DARS est analysée depuis plusieurs années par la DDTM, c'est-à-dire par l'État, nous avons pu avoir un avant la pollution et juste après la pollution, ce qui a permis de déterminer ce qu'on appelle la signature chimique de l'incendie. Voilà, donc par exemple, on a trouvé du benzopyrène, vous voyez. Voilà, donc d'où l'intérêt dans le suivi, que ce soit des populations, des éléments naturels, d'avoir un suivi dans le temps. Alors vous avez mené des enquêtes auprès de vos adhérents. Qu'est-ce qui en ressort ? Oui, alors nous avons pris cette initiative parce que nous avions souhaité et nous avions demandé dès le départ un suivi sanitaire. Vous avez entendu parler, par exemple, du contexte de ces femmes allaitantes. Il conviendrait dans ce type de catastrophe d'avoir, bien entendu, des prélèvements qui soient mis de côté pour faire des analyses plus tard, lorsqu'on aura déterminé ce qu'il faut rechercher. Parce que vous savez, dans ce type de problématique, pour trouver, il faut savoir ce que l'on cherche. Donc il faut faire des prélèvements, les mettre de côté, et puis suivre les populations dans le temps pour voir l'impact de cet incendie. Alors il y a une enquête de santé publique qui est actuellement en cours, qui devrait normalement utiliser les informations de 4100 adultes, 1200 enfants sur 122 communes autour de Rouen. Cette enquête publique a été retardée par la crise sanitaire, mais qu'est-ce que vous attendez de cette enquête ? C'est toujours bien de faire une enquête, mais c'est largement insuffisant. Vous l'avez compris, c'est depuis le départ, le jour de l'incendie, nous devrions avoir en France
des déroulés de suivi de catastrophes et notamment des protections des populations. Vous avez bien vu que ce qu'a fait l'État, c'est surtout des prélèvements, c'est exclusivement des prélèvements en milieu naturel. On n'analyse pas l'impact sanitaire sur les populations uniquement par des prélèvements sur les milieux naturels. Il fallait suivre les populations. Cette enquête, elle est tardive, elle arrive après 1 an après les faits, elle est biaisée parce que forcément le temps s'est écoulé, les gens ne se souviennent plus bien de ce qui s'est passé et surtout elle est malgré notre intervention, elle reste quand même très légère, quasiment inexistante sur la partie toxicité qui est quand même l'élément majeur. Et puis le mode d'administration de cette enquête, il n'est pas, vous voyez, satisfaisante parce que c'est un questionnaire avec des réponses fermées, oui, non. Donc vous voyez, ça a le mérite d'exister, mais c'est beaucoup trop tardif et c'est insuffisant et ça ne remplacera pas, vous voyez, des prélèvements qu'il aurait fallu faire et qu'il est toujours temps de faire pour faire un vrai suivi sanitaire. Le 26 septembre dernier, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans les rues de Rouen. C'est important de rester mobilisé sur la question. Est-ce que vous êtes content que les Rouennais continuent de se mobiliser ? Alors oui, il faut rajouter à cela la pandémie. Donc c'est quand même une période très particulière. Vous voyez, je suis masqué. Les rassemblements de population sont quand même pas aisés à réaliser. Donc il y avait quand même un certain nombre de personnes, et ce qui est quand même un fait important. Mais c'est sûr qu'il faut beaucoup plus de mobilisation de la part de nos citoyens, parce que nous ne pourrons pas changer notre avenir et notre présence si nous ne mobilisons pas tous ensemble. Voilà. On recense en France un peu plus de 1300 sites Seveso. Quelles leçons ont été tirées de la catastrophe de Lubrizol ? Est-ce qu'il y en a eu ? Ou bien encore de l'usine AZF il y a plus longtemps à Toulouse ? Est-ce que des choses positives ont changé sur ces questions-là ? On est dans un problème de déni dans ce type de dossier. Vous prenez, j'en veux pour preuve, vous prenez le département de la Seine-Maritime ou de la métropole de Rouen. Nous savons par les études qui sont réalisées que par exemple au niveau des cancers, nous dépassons de plus de 10% les moyennes nationales. Vous voyez, on n'en tire pas les leçons. On n'a toujours pas de registre, vous savez ce qu'on appelle les registres de cancer ou de malformations congénitales. Ce type de registres ne sont toujours pas ouverts, alors que le préfet lui-même dit que la Seine-Maritime est un territoire avec une pollution historique importante, puisqu'on l'a retrouvé dans la NAS, dans ses analyses, et que la Seine-Maritime est le département qui a le plus de sites Seveso. Vous parliez de la France, mais on peut prendre notre département. On a plus de 50 sites Seveso seuil haut. Nous avons aussi des centrales nucléaires. Donc, il y aurait dû avoir des dispositions. Quand vous pensez que les registres de Paris ont été ouverts en 1981, nous sommes en 2020, nous dépassons les moyennes et rien n'est fait. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop lourd et ce n'est pas acceptable. Et nous nous battons pour changer cela. Donc il n'y a pas assez de choses positives encore sur ces questions. Non, c'est clair. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an ? Est-ce que vous avez aujourd'hui une information qui vous a été donnée ou rappelée pour savoir quels sont les gestes à faire lors d'une telle catastrophe ? Non. Est-ce que vous avez un système d'alerte autonome, indépendant, qui n'est pas dirigé par quelqu'un qui va décider de vous alerter ou de ne pas vous alerter, ou de dire ou de ne pas dire ce que vous risquez ? Nous sommes quand même dans une société. Si on nous mettons des tests chaque semaine ou chaque début de mois pour tester nos alarmes, eh bien, c'est bien pour les utiliser. Donc on choisit le système qui convient, mais il faut prévenir les populations et surtout les exercer, parce que ça ne sert à rien d'avoir ce dispositif si on n'est pas préparé à réagir à un tel événement. Parce que ce jour-là, il y aura la panique. Et qu'est-ce qui est envisageable justement pour faire changer les choses ? Eh bien, il faut que les citoyens participent davantage et soient associés à ce type de protocole, à ce type de décision. Nous sommes trop écartés, même nos élus. Dans vous savez ce qu'on appelle le CODERST, le maire de Rouen ne siège même pas. Vous comprenez, c'est quand même terrible. Nous l'avons élu et il ne siège toujours pas, même si c'est en plus un organisme qui est tout à fait consultatif. Donc il faut faire la place à des associations d'environnement, bien entendu, mais aussi directement à des riverains, des comités de riverains et à des citoyens,
Vous voyez, comme l'association Rouen Respire est tout à fait ce type d'association qui réunit des experts, mais exclusivement que des citoyens. Merci Pierre-Emmanuel Brunet d'avoir été avec Merci nous sur beaucoup. Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Rouen Respire. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.